Bonjour, bienvenue à cette conférence victime ou gagnant. Qu'est-ce que vous êtes ou qu'est-ce que vous voulez être aussi, peut-être à partir de maintenant? Je vous souhaite la bienvenue à tous ceux et celles qui se joignent à nous actuellement. Mon nom est Nathalie Bégin. Je serai votre animatrice de conférence pour la prochaine heure et demie. Je suis formatrice pour l'école Écoute ton corps depuis 2017. Ça fait 7 ans. Pas besoin de faire le calcul mental, là, je vous le donne. Ça fait 7 ans déjà. Je suis aussi formatrice pour l'Institut SAE qui a été cofondé par Lise Bourbeau et Jean-Louis Raphaël Mersch. C'est un institut qui applique la méthode Écoute ton corps, mais aux gens du monde professionnel seulement. Donc, ça aussi. Donc, c'est la méthode Écoute ton corps, mais dans la version professionnelle. Donc, on entre dans les entreprises ou les entreprises viennent à nous pour se former à la méthode Écoute ton corps. J'ai différentes fonctions, moi, Écoute ton corps, hein, j'ai des fonctions de supervision, d'évaluatrice, etc. Là, j'ai différentes casquettes, comme on dit. Je ne sais pas si ça se dit en Europe, là, les différentes casquettes, mais j'en ai plusieurs. Et je suis aussi une maman de trois grandes filles. Je suis grand-maman 8 fois. J'ai un conjoint aussi avec lequel j'habite. Et j'habite au Québec. Vous avez vu que j'ai un accent québécois pour les Français, donc, ou les Européens, peut-être pas juste les Français, parce que je sais des fois qu'il y a des gens de la Belgique, de la Suisse, d'un peu partout. Vous voyez aussi que nous sommes enregistrés. Donc, les micros vont être fermés comme ça tout au long parce qu'on enregistre éventuellement. On va diffuser la conférence sur la chaîne YouTube de l'école Écoute ton corps. Je suis pas toute seule aujourd'hui. Nous avons Rihanna qui est avec moi. Si Rihanna, tu vas ouvrir ton micro pour te présenter, dire Bonjour, bonjour. bonjour à tous, bonjour Nathalie. Je suis bien contente de faire cette conférence avec toi. Donc, je serai là pour faire le lien entre vous et Nathalie concernant les questions. Donc, n'hésitez pas à envoyer toutes vos questions dans le chat et puis on y répondra. Merci beaucoup et bonne Merci, ma conférence à chère. tous. Merci. Donc, comme elle l'a dit, alors, tous les micros sont fermés, mais tout au long de la conférence, si vous avez des questions qui montent, il va y avoir une période de questions à la fin. Euh, et là, prenez-les en note. Vous pouvez déjà les écrire dans le chat au fur et à mesure. Rihanna va compiler vos questions au fur et à mesure de la conférence. Elle va synthétiser, donc ça se peut qu'il y ait des questions qui se ressemblent un peu. Donc, si c'est le cas, elle va faire une synthèse des questions et elle va me les poser verbalement à la fin. Donc, vos questions vont être répondues. Donc, c'est important que ce soit une question avec un point d'interrogation à la fin si vous voulez qu'on puisse y répondre. Pour faire un petit suivi, ben, l'école Écoute ton corps, elle est, euh, elle a été fondée en 1982 par Madame Lise Bourbeau. 42 ans cette année, là, vu qu'on est en 2024. Donc, c'est une école internationale qui a enseigné à de 100 000 personnes l'enseignement, la méthode Écoute ton corps, ce que Lise a créé. Elle l'a créé quand elle a commencé à la créer et en 1987, elle a écrit son premier livre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, qui s'appelle Écoute ton corps, ton meilleur ami sur la Terre. Levez donc la main ceux qui l'ont déjà lu, ce livre-là. On l'appelait là, dans le temps le petit livre rose. Parce qu'il était rose, mais là aujourd'hui, il y a une version aussi pour hommes. Donc, il y a la version Écoute ton corps, version homme, elle est plus orangée. Donc là, on ne peut plus vraiment dire le petit livre rose, mais quand même. Moi, je sais que le mien, là, le rose a pâli avec le temps, là, tellement qu'il y a de l'âge, mon Écoute ton corps. Et elle est aussi une auteure, hein, vous savez, là, ceux qui connaissent Lise et qui ont lu quelques-uns de ses ouvrages, c'est une auteure de plusieurs best-sellers. Il y a une boutique en ligne sur le site de l'École Écoute ton corps auquel vous avez accès là,
tout. Bon, merci Rihanna. Rihanna va vous mettre des liens comme ça. Je vais vous dire des choses, puis elle va nous mettre des liens dans le chat au fur et à mesure que je parle. Vous allez voir, elle est auteure de plusieurs livres, 26 livres, là, je crois peut-être 27. Là, il y a un petit nouveau, je pense, qui est sorti. Elle est aussi auteure de beaucoup de conférences, plus d'une centaine de conférences. Donc, sur la boutique en ligne, vous allez être servi si vous allez voir ça. Et puis, l'atelier phare de son école qu'elle a créé, c'est l'atelier Être bien. Cet atelier-là, c'est vraiment l'atelier de base de tous les ateliers. C'est à partir de lui que tout le cursus de la formation Écoute ton corps, de la formation professionnelle a été bâti. Vous avez dans cet atelier-là l'atelier Être bien, 2 journées, hein. Le jour 1 qui est être bien avec soi, être bien avec les autres lorsqu'on est au jour 2. Et toute la structure du programme est montée comme ça. Le jour 1, c'est toute la phase 1, c'est être en relation avec soi et toute la phase 2, être en relation avec les autres. Donc, le victime ou gagnant, hein, qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, en assistant à l'atelier Être bien, vous avez des clés déjà pour vous aider à être davantage gagnant, hein, d'aller davantage dans cette partie-là. Et à la fin de la conférence, je vais vous annoncer une belle promotion. Quand je vous parle de l'atelier Être bien, juste, je suis curieuse, levez la main ceux qui l'ont déjà suivi, l'atelier Être bien. Excellent. Ben, rappelez-vous que cet atelier-là, il est gratuit maintenant à vie, que vous le fassiez en ligne ou en présentiel, vous pouvez le reprendre, cet atelier-là. N'hésitez pas. Puis, comme c'est l'atelier de base, c'est l'atelier, c'est un atelier qu'on a mis à un coût vraiment intéressant. Et cet atelier-là, vous pouvez emmener des gens avec vous, leur faire découvrir l'atelier Être bien, puis ensuite, bien, ils peuvent à leur tour le faire gratuitement. On est la seule école qui allons donner une gratuité comme ça à vie. On a la même chose avec le programme de formation. Il y a toutes des étapes, mais il y a beaucoup d'avantages à faire cette formation-là. Alors, entrons dans le vif de notre sujet, hein. Le but de cette conférence, c'est sûr que c'est de faire connaître notre école, mais c'est aussi de faire connaître les techniques qui ont fait leurs preuves auprès de milliers de personnes jusqu'à maintenant. Et vraiment, on espère sincèrement que cette conférence va vous permettre de voir euh, est-ce que vous êtes victime? Hein? Vous considérez-vous comme victime? Et si oui, ben, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour être gagnant puis aller vers ce qu'on veut véritablement? Et vous allez pouvoir, grâce à l'accompagnement d'Écoute ton corps, à la structure de notre programme de formation, puis bien sûr, votre investissement personnel, puis il commence dès maintenant, vous êtes présent à la conférence. C'est comme ça que vous allez pouvoir transformer votre vie d'une façon durable et commencer à vraiment être qui vous voulez être. Aujourd'hui, ben, comment est-ce qu'on peut améliorer notre vie? Comment est-ce qu'on peut mettre en application la méthode Écoute ton corps pour passer de l'état de victime à l'état de gagnant? On va commencer par bien définir ce qu'est une victime. Le dictionnaire dit qu'une victime, c'est une personne qui subit les injustices de quelqu'un ou qui souffre d'un état de choses. C'est vrai que nous pouvons répondre à cette définition si parfois on est agressé ou qu'on vit de l'injustice. Ça va arriver, ça, vraiment dans notre vie. Et là, vraiment, là, on est vraiment victime, hein. On est victime d'une agression, on est victime d'une injustice. Dans la conférence d'aujourd'hui, je veux surtout parler de la personne qui a développé une attitude de victime. Ce n'est pas la même chose. Donc, on a des victimes, des vraies victimes là, qui subissent, qui ont subi des injustices, qui se sont fait agresser. Donc, la définition, moi, pour ce genre de personnes, donc qui ont développé une attitude de victime, alors c'est
quelqu'un qui se croit abusé. Donc, voyez-vous, là, j'ai utilisé le mot pas qui est, mais qui se croit abusé, qui se croit abusé par autrui ou par un système. Cette personne-là, elle souffre d'une oppression quelconque, de certains événements, parfois même des conséquences de ses propres agissements. Donc, c'est un état, mais qui part d'une croyance que l'on part à l'intérieur de soi. Donc, pourquoi est-ce qu'on devient une victime à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'on en vient qu'à croire qu'on pourrait être une victime? Parce que lorsque on était enfant, on a appris que lorsqu'on se plaint, on a de l'attention. Dans le fait de se plaindre, hein, ça rapporte quelque chose à la personne. Je reçois quelque chose, puis ce que je reçois, c'est de l'attention. Puis on s'entend, les enfants, ben, c'est un besoin fondamental de recevoir de l'attention. Donc, quand ils n'en reçoivent pas suffisamment, puis on en a tous, là, on a pu être en manque d'attention quand on était enfant. Donc, un des moyens qui a été utilisé et qui a été payant pour l'enfant, ça a été de se plaindre. Alors, pour avoir de l'attention, les enfants, là, ils sont prêts à bien des choses, vous savez. Donc, se plaindre, c'est une façon, mais même se faire punir, c'est un moyen pour les enfants d'avoir de l'attention. L'enfant qui fait des mauvais coups, hein, vous savez, même s'il sait qu'il va être puni, au moins, il va avoir atteint ses parents. Il va avoir de l'attention. Puis pour un enfant, avoir de l'attention, c'est beaucoup mieux que de l'indifférence. Parce que de l'indifférence, c'est souffrant. Donc, ce grand besoin d'attention-là se manifeste chez toute personne qui a une bonne blessure d'abandon. Ces personnes-là, c'est comme s'il n'y avait jamais assez d'attention. Et elles reçoivent pas l'attention qu'elles s'attendent. Et ça ne veut pas dire qu'elles n'en ont pas reçu. J'ai bien spécifié. Elles ne reçoivent pas l'attention qu'elles s'attendaient d'avoir, autant enfants, alors même aujourd'hui adultes. Très souvent, ces personnes-là, avec une attitude de victime, ont comme modèle des parents du même sexe qui, eux aussi, avaient un côté victime. On apprend jeune que lorsque nous sommes victimes, il y a plus de chances que les autres vont venir à notre secours. Donc, on apprend qu'être une victime, c'est une façon d'aller chercher de l'amour chez les autres. Est-ce que c'est de la bonne façon? Pas nécessairement, mais c'est une des façons. Comme on a eu tous des manques, hein, tous, là, tous les humains, là, on a pu ressentir des manques quand on était enfant. Donc, je vous le dis tout de suite, là, on est tous plus ou moins victimes à différents degrés et dans différents domaines. Puis je ne sais pas vous autres, là, mais moi, je me suis dit longtemps, moi, c'est une victime? Non, jamais. Moi, je suis pas victime de rien. Hein, il y en a qui refusent cet état-là. Mais tout au long de notre vie, cette personne-là, cet enfant-là qui a développé l'habitude d'aller chercher l'attention en ayant des problèmes, mais tout au long de sa vie, elle va continuer de rechercher auprès des autres cette attention qui lui a tant fait défaut. C'est pour ça qu'on continue à avoir une attitude de victime. Les solutions et le bonheur sont considérés comme dangereux inconsciemment, on s'entend, parce que ça signifie pour la personne de la solitude, de l'indifférence, de ne pas avoir de l'attention. Donc, elle croit, puis on est encore dans un système de croyance. Pour ça, tantôt que je vous ai parlé de l'atelier Être bien, parce on va vraiment avec l'atelier Être bien découvrir c'est quoi nos croyances qui nous empêchent d'être bien, donc qui nous entretiennent dans un système qui fait qu'on va avoir une attitude de victime. Donc, elle croit, cette personne-là qui a l'attitude de victime, que les autres ne s'occuperont plus d'elle si elle va bien. Et sa croyance
Elle est plus forte que son désir conscient que tout aille bien. Par conséquent, qu'est-ce qui se passe, hein? Son attitude fait en sorte qu'elle va s'attirer des situations et des événements de plus en plus fréquents, de plus en plus dramatiques, qui renforcent sa croyance qu'elle est vraiment victime. Donc, on peut savoir son degré de victimisme par son degré de plainte, pardon, de pauvre moi. Le moyen par excellence pour découvrir si une personne se croit victime va consister en sa capacité de se plaindre de façon régulière ou permanente d'une situation ou d'un manque quelconque. Exemple, une personne qui est victime d'un manque de temps, victime d'un manque d'argent, de santé, victime d'un manque d'amour, de compréhension, d'attention, de succès. Voyez-vous, on peut être victime de toutes sortes de choses, hein. On manque de toutes sortes de choses. Et la personne qui est en manque, qui est victime, elle dégage une énergie de pauvre moi, d'impuissance qui cherche à attirer la pitié. Ce genre de vie se manifeste seulement chez une personne qui croit au départ qu'elle n'est pas chanceuse. Hein, la croyance, là, c'est à l'intérieur d'elle, mais on n'en est pas tout le temps conscient des croyances qu'on porte. Voilà pourquoi cette personne-là, elle s'attire des malchances pour devenir consciente de la croyance qu'elle porte. Chaque fois qu'il nous arrive quelque chose de désagréable, c'est pour devenir conscient de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Que ce soit réel ou pas, ce genre de personne vit cet état difficilement parce qu'elle est sincèrement convaincue d'être victime. Et quand on entretient cette attitude-là, cet état-là intérieur, tout le temps cette sensation-là de manque, bien, on va développer des comportements. Alors, on va regarder ensemble quels sont les comportements de la personne qui a l'état de victime. Ben, la première, le premier comportement, je vous le donne dans le mille, là, c'est une personne qui se plaint. Donc, elle se plaint régulièrement de manquer de quelque chose. Mais elle n'en est pas consciente qu'elle est en manque, puis elle n'est pas consciente qu'elle se plaint. Parfois, elle va se plaindre à l'intérieur d'elle, puis parfois, ça va être à l'extérieur d'elle. C'est une personne qui pourrait dire souvent, à l'intérieur ou à l'extérieur, pourquoi ça arrive toujours à moi? Quand est-ce que ça va finir par finir? Donc, s'il y a des choses qui vous parlent là-dedans, ben, notez-vous-les pour vous, là. C'est une personne, dans les comportements, elle va être prise dans une situation où elle n'arrive pas à s'en sortir. Elle veut paraître une personne faible pour attirer l'attention. C'est une personne aussi qui écoute peu ce que les autres racontent, puis rapidement, elle s'empresse de ramener ça à elle. Hein, ça vous arrive-tu de faire ça? Vous écoutez moyen ou quelqu'un vous raconte quelque chose, puis rapidement, là, ça l'éveille quelque chose chez vous, puis vous vous empressez de le raconter, vous ramenez ça à vous. C'est une personne aussi qui a l'impression de ne pas être comprise et par le fait même, elle se referme, particulièrement si on lui propose des solutions. C'est la personne à qui, lorsqu'on propose des solutions, on va dire oui, mais, oh, je l'ai essayé celle-là, ça fonctionne pas. Il y a tout le temps des bonnes excuses. C'est une personne qui va croire au hasard et à la chance, mais selon elle, elle en est presque toujours dépourvue. Hein, elle n'a pas de chance dans la vie. Quand elle est en colère, on ressent que c'est la faute de l'autre. Et elle le fait, ça. Elle affirme que c'est toujours la faute des autres ou la faute de, ah, c'est à cause de l'hérédité familiale. Ah, c'est à cause de mon historique familial, c'est à cause de la famille que j'ai eue, c'est à cause des problèmes que j'ai vécus, c'est à cause de mon conjoint, c'est à cause de ma conjointe, c'est à cause de mes enfants, c'est à cause des circonstances, parce que j'ai pas assez d'argent. Voyez-vous, elle rejette toujours le blâme sur autrui
au lieu de prendre sa responsabilité. Elle fait la personne faible pour attirer l'attention. Quand on lui donne un conseil ou une solution pour que ça aille mieux, elle va le refuser, toujours avec une bonne excuse. Elle ne croit pas qu'il y ait des solutions possibles. Et quand on veut l'aider, là, on va dire, hey, c'était bien pire avant, puis là, elle commence à raconter toutes ces histoires du passé. Donc, c'est quelqu'un, je vous le donne dans le mille, qui dramatise beaucoup la situation, puis elle s'attire effectivement des situations de plus en plus dramatiques. Si on lui pose des questions pour vérifier, mais qu'est-ce que tu as fait pour t'en sortir? Elle voit pas ça comme de l'ouverture puis de l'intérêt qu'on pourrait lui porter. Non. Si on lui demande ce genre de questions-là, elle va se sentir attaquée, puis elle devient sur la défensive. C'est une personne dans l'état de victime qui va surtout parler du passé et de son inquiétude pour l'avenir. Elle parle très peu des choses du moment présent. Elle va décrire des événements qui sont reliés à son passé, qui la troublent encore, ou bien elle s'inquiète pour un futur hypothétique qui pourrait arriver. C'est une personne qui a beaucoup d'attentes envers les autres, envers la société, envers la vie. Puis elle croit, elle espère, elle attend que la situation ou que l'autre personne va changer. Puis elle croit que les autres ne s'occuperont plus d'elle si elle va bien. Et vous voyez, là, vraiment, sa croyance, elle est beaucoup plus forte que son désir d'être bien. Et vous savez, là, de rester comme ça dans des attitudes de victime, de tourner en rond là-dedans, ça a des conséquences importantes. Il y a des conséquences d'être victime, de rester dans cette attitude-là et de développer ces comportements-là de victime. Il y a vraiment des conséquences. La première conséquence, c'est que la personne va tout le temps vivre avec une sensation de manque. Je manque d'amour, je manque de reconnaissance, je manque de temps, je manque d'argent, je manque de santé, je manque de succès, je manque d'évolution personnelle, etc. Hein, la liste des manques là, pourrait être à l'infini. C'est quelqu'un aussi, au niveau des conséquences, qui va toujours avoir un problème physique. Elle reste victime de leur maladie. Elle reste victime de souffrir, puis elle développe de nouvelles maladies, hein, de plus en plus graves. Puis souvent, les gens qui vont développer même des maladies rares, toujours dans le but d'attirer l'attention, ce qui les confine, encore une fois, sans cesse dans leur état de victime. Ça peut être aussi dans les conséquences, disons, un couple hein, qui, je dis n'importe quoi, mais disons, euh, à une certaine époque, avec mon conjoint, je voulais faire des sorties et puis je me plaignais à mon mari puis à d'autres aussi euh, que lui, il voulait jamais aller nulle part. Donc, voyez-vous, ou à une autre époque, je disais, oh, il veut jamais parler de rien. Voyez-vous, j'étais comme un peu dans les extrêmes. Je ne sais pas si ça vous parle. Il fait jamais rien avec moi. Ou bien, lui, quand il était dans son état de victime, hein, il rétorquait en disant que je suis toujours en train de le critiquer, ou je suis vraiment trop exigeante, ou je suis pas assez reconnaissante. Donc, voyez-vous, on est un peu dans les extrêmes, hein, de se plaindre des autres, euh, que c'est comme tout le temps comme ça. C'est quelqu'un qui se plaindrait aussi de ne jamais recevoir de gratitude de la part de ses enfants. Oh, moi, j'ai mis des enfants au monde, là, puis ils sont jamais reconnaissants, ils sont jamais contents, il y a tout le temps quelque chose. Mais voyez-vous, elle se plaint de l'autre. Ou avec mes propres parents, tu sais, me plaindre, ah, mes parents, ils me comprennent pas, sont trop occupés pour s'occuper de moi, puis prendre soin de moi. Voyez-vous, on est vraiment dans un état victime. Même adulte, là, je faisais ça, pas juste à 15, 14, 15 ans, là.
Ça peut être au niveau de la sexualité, hein, de se plaindre qu'on n'a pas assez de sexe, ou le contraire, on en a trop. On peut se plaindre dans les extrêmes aussi par rapport à ça. Et là, j'en ai trop, l'autre, il me prend pas en considération, je suis juste un objet sexuel pour lui. Si je donnais pas de sexe, il m'aimerait pas. Voyez-vous, je me plains, là, je suis encore dans la plainte. Donc, c'est vraiment des grosses conséquences. Et vous savez, il y a des gens qui font du développement personnel, il y en a de plus en plus des gens qui font du développement personnel. Et la plainte qu'on entend à ce niveau-là, c'est après tout ce que j'ai fait, tous les cours que j'ai suivis, tous les livres que j'ai suivis, j'en suis encore là. Hein? Ou bien, où on se plaindrait là, de l'autre. Tu sais, imaginez votre conjoint ou votre conjointe qui va faire des cours, puis là, qui pique une colère, puis là, on lui dirait, hey, là, après tout ce que tu as fait, puis tu fais encore des colères, toi, coudon. Au travail aussi, ça pourrait être se plaindre d'un patron qui profite de nous. Euh, Moi, c'est à mon ancien travail, une des plaintes que j'utilisais très souvent, c'est je travaille tellement fort, puis je dois courir après mes évaluations annuelles pour avoir mon augmentation de salaire puis mon boni. Là, je me plaignais, là, puis je le disais à qui mieux mieux, je suis pas reconnue à ma juste valeur. Je me plaignais, là, je pense qu'à tous les jours, je rentrais dans la maison, puis je me plaignais de ma patronne de l'époque à mon conjoint. Puis, ce qui m'a fait remarquer récemment, ça fait déjà un bon bout de temps là, que je travaille plus à mon ancien travail et j'ai parlé de mon ancienne patronne, puis là, il m'a regardé, il dit, ouais, ça fait longtemps que tu t'en étais pas plaint. Là, je suis partie à rire, puis là, je savais que je donnais la conférence bientôt. J'ai dit, ah, sainte, c'est bon ça. Donc, ça, c'est une des choses, hein, on peut se plaindre par rapport vraiment à tout ce qui touche notre travail, nos tâches au niveau du temps. Hein. Peut-être que vous vous dites ou que vous pensez, ah, j'ai jamais assez de temps, je vois pas les semaines passer. Mais moi, au niveau du temps, je me plaignais, j'étais victime par rapport au temps parce que je me créais des horaires vraiment trop chargés, ce qui m'obligeait, quand j'étais dans mon ancien travail, je pouvais travailler des 10 12 heures d'affilée, 6 jours semaine. J'avais de la difficulté à dire non, à déléguer. Mais ça pourrait même être quelqu'un aussi au niveau du travail ou même au niveau du temps plutôt, qui serait trop perfectionniste. Hein? Et là, il est tellement perfectionniste qu'il n'a jamais le temps de finir parce qu'il n'arrête pas, il n'arrête pas, il n'arrête pas. Puis là, il se plaint. Je manque de temps pour finir. Mais dans le fond, c'est parce qu'il est trop perfectionniste, mais il n'arrive pas à se voir dans cette partie-là. Puis à l'inverse, les gens qui procrastinent, ils vont s'en plaindre encore une fois au niveau du temps. Ils deviennent victimes du temps, mais ils deviennent victimes de leur propre non-action à travers la procrastination. Puis là, je vous le dis, là, je vous l'ai dit tantôt, mais je vais vous le répéter. On est tous des humains, donc on a tous une partie victime à l'intérieur de soi, mais à des degrés d'importance différents et de façon plus ou moins consciente. Alors, pour découvrir à quel degré que l'on se sent, on pourrait se trouver dans cette partie-là victime, vous, là, pensez à vous. Dans quel domaine est-ce que vous voyez que vous vous plaignez de quelque chose? Puis là, se plaindre, ça peut être en parole, mais ça peut être juste en pensée aussi. Euh, dans quel domaine vous avez l'impression de manquer de quelque chose? Hein, prenez-le en note, là. Dans quel domaine vous voyez que ça se pourrait que vous vous plaigniez? Hein, si jamais je rencontrais des gens autour de vous, là, des gens de votre famille, vos amis, vos collègues, puis que je leur posais cette question-là. Hein, Cathy, elle se plaint de quoi, là? Florence, elle se plaint de quoi? C'est quoi leur plainte habituelle? Donc, qu'est-ce qu'ils diraient? Donc, ça pourrait être intéressant que vous vérifieriez avec votre entourage, parce que la plupart du temps, là, se plaindre, ça devient tellement une habitude qu'on ne s'en rend même plus compte soi-même. On le réalise même pas.
Mais je peux vous garantir que tant et aussi longtemps qu'on demeure victime, c'est impossible d'être gagnant et que ça change pour le mieux dans le domaine où est-ce qu'on se plaint. C'est impossible. Puis peut-être qu'il y en a parmi vous, là, qui n'avez rien trouvé. Vous vous dites, ben non, moi je me plains pas là, dans la vie, au contraire. Ben, moi, ça a été une grande surprise, je vous dirais, pour moi, de découvrir à quel point une victime ne se voit pas dans les comportements, les attitudes de victime. C'est pour ça qu'il faut demander à nos proches. On a eu une dame, à un moment donné, en atelier, puis elle nous parlait de tous ses problèmes, ses difficultés à marcher. Puis ça faisait quelques fois qu'on l'entendait comme ça se plaindre à d'autres personnes. Puis un jour, on- je me suis approchée d'elle et puis j'ai dit, hey, pauvre toi, c'est pas drôle d'avoir une vie comme ça. Est-ce que ça fait longtemps que tu as l'impression d'être victime de la vie comme ça? Ben, la dame était pas contente, hein, elle était offusquée de ma façon de l'aborder. Puis elle me dit, j'ai pas l'impression d'être victime. Elle dit, c'est pas ça, c'est la réalité. Donc, voyez-vous, à l'intérieur d'elle, elle voyait pas qu'elle avait une attitude de victime. Elle croyait fermement, elle était convaincue de ça, qu'elle était victime. Là, elle m'a rétorqué, ben, c'est pas toi qui as eu 3 cancers. Si tu avais été malade comme moi, toi aussi, tu te plaindrais. Je vais y revenir à cette dame-là pour vous dire qu'est-ce qu'on a fait avec elle. Mais notre ego nous joue des tours. Il est convaincu que c'est le seul moyen pour avoir de l'attention, donc il refuse d'accepter qu'il se croit victime. Dans sa tête, il est convaincu de l'être et convaincu que son cas est pire que tous les autres. Et plus ça s'aggrave, plus les conséquences deviennent nuisibles pour la personne. À force de croire tout le temps qu'on est une victime, ben, c'est ce qu'on engrange dans l'intérieur de soi. C'est ce qu'on nourrit comme énergie. Et on finit par avoir des problèmes physiques qui sont reliés euh, au domaine où on se croit victime. Moi, dans le manque de reconnaissance au niveau de mon travail, ça m'a causé des maux de gorge pendant des années. Je me plaignais à qui mieux mieux, mais je parlais pas pour trouver des solutions pour améliorer la situation. J'arrivais pas à dire le fond de ma pensée à ma supérieure immédiate. Et en dedans, je me répétais sans cesse que c'était de sa faute si j'étais malheureuse financièrement, que c'était sa responsabilité à elle. Voyez-vous la colère en plus que j'alimentais là. C'était sa responsabilité à elle. C'est elle qui devait venir vers moi. C'est elle qui devait me donner mon augmentation tant méritée. À l'intérieur de moi, je vivais du ressentiment, de la colère, et tout ça restait pris dans ma gorge. Le manque de temps, la même chose. Le manque de temps, ça a causé des maux d'eau pendant des années. J'avais tout le temps l'impression d'en avoir tellement à faire qu'il n'y avait jamais assez de temps, mais ça devenait lourd. Je pense que vous commencez à faire des liens, hein, avec le corps. J'ai commencé à admettre que je pouvais, moi aussi, être victime. Quand j'ai commencé avec Écoute ton corps, après avoir fait l'atelier Être bien, j'ai commencé à prendre conscience de certaines croyances que j'avais. Dans l'atelier Être bien, on va parler entre autres de la technique du miroir. La technique du miroir, ça dit que ce qu'on critique des autres, c'est un moyen de découvrir ce qu'on ne veut pas voir à l'intérieur de nous-mêmes. Ça, c'est le jour 2 de l'atelier Être bien. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous demander de réfléchir toutes les personnes que vous connaissez, toutes les personnes qui se plaignent autour de vous. Y en a-tu des personnes qui se plaignent autour de vous? Oui? Bon. Il- Ça aurait été étonnant du contraire. Donc, posez-vous la question, les gens qui se plaignent, là, qui sont dans votre vie, comment est-ce que vous vivez ça? Est-ce que ça vous dérange? Puis qu'est-ce qui vous dérange le plus, là? C'est qui vous dérange le plus là-dedans? C'est quoi qui vous dérange?
dans le fait qu'elles se plaignent. C'est dans quel domaine qu'elles se plaignent, ces gens-là? Prenez un instant pour réfléchir, c'est qui les gens autour de vous. Puis notez-le. Posez-vous la question, dans le fait qu'elles se plaignent, qu'est-ce qui me dérange le plus? Fait que ce qui me dérange le plus chez elles, il y a des bonnes chances que ce soit la même chose quand moi je me plains ou je me contrôle pour ne pas me plaindre. Donc, on utilise l'extérieur pour s'aider à devenir conscient à notre tour. La personne qui manque de temps, voyez-vous, elle a une croyance, hein, c'est je me dépasse, je vais en faire plus, de plus en plus, et je vais finir par être vue de tout ce que je fais. La personne qui manque toujours d'argent, elle a encore tout un système de croyances. Elle va s'en faire arriver, mais pour le perdre à nouveau. Elle veut se prouver elle en est capable, puis elle reçoit de l'attention en parlant de l'argent, puis en prouvant même qu'elle peut s'en sortir. Mais le problème, c'est qu'elle retombe toujours dans le même stratagème. Elle finit tout le temps par en perdre. Celui qui est malade, c'est la même chose, hein? Hey, veux-tu voir toutes mes cicatrices? Ils sont heureux de parler de toutes les opérations qu'ils ont eues. Ils reçoivent de l'attention en allant à l'hôpital. Puis là, ils en parlent de tout ce qui se sont sortis de leur maladie. C'est à travers la maladie, c'est un moyen, encore une fois, de recevoir de l'attention. Ce que je me suis rendu compte, puis qui est assez intéressant, c'est que le domaine où on se croit victime, c'est un domaine où on peut devenir maître de sa vie. C'est pour ça que les victimes vont souvent faire le contraire, le sauveur des autres dans les domaines où eux sont victimes. Ils se croient même experts dans le domaine. C'est intéressant quand on regarde ça. Donc, au niveau du temps, exemple, on peut devenir des spécialistes de l'organisation, mais nous-mêmes être tout le temps en débordement au niveau de notre temps. Au Québec, on a une expression, je ne sais pas si vous l'avez, euh, c'est cordonnier mal chaussé. Je ne sais pas si vous avez cette expression-là en Europe. Donc, c'est exactement ça. J'ai, j'ai plein de souliers, mais j'ai tout le temps des trous dans mes souliers, mais je répare les souliers des autres. Donc, c'est intéressant de voir ça, là. Donc, s'il y a un domaine où vous croyez que vous êtes un expert, puis que vous sauvez les autres, puis vous leur donnez des conseils, tous les domaines, vous donnez beaucoup de conseils. Est-ce que ça se peut que dans ce domaine-là, vous avez une attitude de victime pour vous-même? Donc, c'est une autre raison qui fait qu'on ne se voit pas. Hein. On voit pas à quel point on peut se plaindre. On devient des spécialistes à enseigner aux autres comment régler leurs problèmes. Ceux qui sont toujours malades, ils vont tout le temps avoir le nom du bon, le nom d'une panoplie de médecins, de spécialistes. Ils savent quoi faire quand on a tel bobo, tel bobo, tel bobo. Hein? Et dès qu'ils entendent quelqu'un se plaindre par rapport à leur maladie, tout de suite, ils ont toute la liste d'épicerie des solutions. Donc, tant qu'on essaie de sauver les autres, ça signifie qu'on n'est même pas conscient d'être victime. On ne veut pas, si c'était les autres hein, qui nous donnaient leurs conseils, on veut même pas écouter les conseils des autres dans ce domaine-là. Ça vous parle-tu jusqu'à maintenant? Quand la partie victime en nous devient trop importante, donc on se plaint toujours plus, on finit par ne plus avoir d'énergie pour essayer d'aider les autres comme avant.
Si quelqu'un se plaint dans le même domaine, on ne l'écoute pas. On va l'interrompre parce qu'on est convaincu que nous, c'est bien pire. On finit par déranger les autres qui ne veulent plus nous écouter, se plaindre. Donc, on attire à nous des situations de plus en plus pires, de plus en plus dramatiques pour réussir à attirer leur attention à nouveau. Mais là, ça devient un cercle vicieux quand on tombe là, dans une espèce d'état de victime chronique. La conséquence ultime à tourner en rond comme ça dans un état de victime, la conséquence ultime, c'est que vous n'êtes pas en contact avec votre pouvoir de créer. On doit savoir qu'une personne se considère soit victime ou maître de sa vie. Donc ça là, c'est un bon moyen pour découvrir que nous ne sommes plus en contact avec notre pouvoir de créer notre vie. On vit dans l'impuissance. Nous attendons que l'extérieur change afin d'avoir ce qu'on veut. Au niveau du travail, là, j'avais toutes sortes de plaintes, les réunions d'équipe qui sont trop longues, les sujets amenés qui sont inintéressants, leur manque de reconnaissance à mon endroit, j'ai pas l'augmentation de salaire auquel j'ai droit. Au niveau du temps, même chose, j'avais tout le temps des plaintes. Les gens qui me dérangent, qui rentrent dans mon bureau n'importe quand, des nouveaux imprévus, des nouvelles demandes qui viennent tout le temps déranger mon organisation, tout le temps la faute des autres. Donc, j'étais impuissante au niveau du travail, j'étais impuissante au niveau de la reconnaissance, j'étais impuissante aussi au niveau du temps. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, comme à tous les ateliers d'écoute ton corps, les conférences à écoute ton corps, on a tout le temps un état de la situation, hein. On vous donne de l'information pour pouvoir commencer à se reconnaître, mais ensuite, quoi faire pour changer, passer de victime à gagnant? Comment on fait ça? Reprendre notre pouvoir. Mais la première étape, là, c'est en devenant conscient. C'est pour ça que j'ai donné différents exemples depuis tout à l'heure. C'est primordial de devenir conscient. C'est ni bien ni mal d'être dans un état de victime. On l'est tous à différents degrés dans différents domaines. C'est ni bien ni mal. Là, le but, là, en devenant conscient, c'est pas de vous taper sur la tête puis de vous culpabiliser. C'est de savoir dans quel domaine, à quel degré, et vérifier avec vos proches de quoi vous vous plaignez. Puis aller même plus loin. Demandez à vos proches de vous dire, tu sais, quand ils vont vous entendre vous plaindre, demandez-leur qu'ils vous disent, oh, pauvre toi. Là, je vois Cathy qui est dans la salle. Disons que Cathy, elle se plaint. Ben là, demande à tes proches de dire, oh, pauvre Cathy, c'est vraiment comme ça, là. Attention, par contre, hein? Faut être prêt à l'entendre. Je reviens avec l'exemple de la dame que je vous ai parlé tantôt, qui était toujours malade puis très victime. Elle est venue en formation à notre école, puis on lui a demandé hein, si elle acceptait de se faire aider. Elle est venue faire un intensif là, d'une semaine. Si elle voulait, dans le fond, arriver à être moins malade, puis bien sûr, elle était bien d'accord avec ça, se faire aider, hein, évidemment. Alors, je lui ai suggéré, j'ai dit, qu'est-ce que tu dirais, là, elle s'appelait Monique, la dame, qu'est-ce que tu dirais, là, Monique, on va demander à toutes les autres personnes du stage, là, chaque fois que tu vas te plaindre, ils vont dire, pauvre Monique. Là, au départ, elle a trouvé ça très drôle, elle s'est mise à rire, puis elle a acquiescé, elle a dit, bien évidemment, tu sais, parce qu'elle était convaincue qu'elle se plaignait pas, là. Donc, il n'y a personne qui lui dirait, donc ça se produirait pas. Ben, les 2 premiers jours, c'était aux 10-15 minutes qu'elle se le faisait dire. C'était intense. Au début, elle était en colère, tu sais, elle se disait, voyons, il exagère ou il essaye de me taquiner ou, tu sais, il exagère vraiment, tu sais, il s'amuse à mes dépens. Mais
si vous vous donnez le droit vraiment de le faire, cet exercice-là, de dire aux gens, chaque fois que tu m'entends me plaindre, dis pauvre avec ton prénom. J'ai fait la même chose, moi, quand j'étais mon ancien travail. Vers la fin, j'avais commencé à être euh, euh, formatrice les 2 dernières années avant de quitter mon ancien emploi. J'avais déjà commencé à être formatrice, donc j'avais fait toute la formation d'Écoute ton corps. J'avais quelques collègues plus proches à qui j'ai demandé, j'ai dit, je veux voir à quel degré je me plains. J'ai l'impression de pas me plaindre. J'ai l'impression que j'ai bien raison, puis que moi, je n'avais même pas d'ego bien démesuré, là. Et puis, donc, j'ai pris cette entente-là avec les employés du bureau. Ils étaient tous très contents de m'aider puis de me dire, pauvre Nathalie. Ben, au début, ça venait me chercher quand même un peu. Ça me fâchait un peu d'entendre ça. Je me disais, voyons, pas tant que ça, me semble. Donc, ça, c'était ma première étape, devenir conscient. La, la deuxième étape, c'est se donner le droit d'en vivre la colère au début, de pas aimer ça, se faire dire ça, ça réveille nos blessures, dont notre blessure d'abandon. C'est normal. Donc, je me donne le droit de pas aimer ça, de me le faire dire. Mais là, rendu là, faut pas commencer à se contrôler puis arrêter de se plaindre, là. Hein, c'est pas ça le but. Le but, c'est de commencer à s'accepter dans cette attitude-là de victime, se donner le droit. C'est vraiment la deuxième étape, là, c'est l'acceptation. Accepter que ça me dérange de me faire dire pauvre Nathalie. Accepter que je l'ai, cette attitude-là de victime. Me donner le droit d'avoir cru que j'avais besoin de ça pour avoir de l'attention. Mais j'en étais pas consciente avant. Accepter aussi le fait que j'ai pris cette décision-là quand j'étais jeune. Puis, tranquillement, quand on va dans l'étape de l'acceptation, ben, souhaiter avoir hâte d'être capable de s'en apercevoir par soi-même, puis même d'en rire. Et quand on commence à en rire, mais je vous le dis, vous êtes vraiment dans un processus d'acceptation de votre état. Alors, au bout de quelques jours, cette dame-là, elle a commencé à se le dire à elle-même quand elle voyait elle se plaignait, puis que là, elle le savait là, maintenant, tu sais, elle l'avait bien conscientisé. Elle avait accepté de ne pas avoir aimé ça, se le faire dire. Elle avait accepté d'avoir cru qu'elle avait besoin de ça pour avoir de l'attention. Elle avait accepté d'avoir pris cette décision-là étant jeune. Là, elle a commencé à en rire, puis elle se le disait à elle-même. Oh, pauvre, moi, je te dis que c'est pas drôle ce qui m'arrive. Puis là, elle jouait un peu avec ça. Et je vous le dis, ça fait des transformations radicales. Elle était capable d'en rire maintenant de son état. Je- Cette, cette méthode-là du pauvre toi, là, ça l'a aidé plusieurs personnes à écouter ton corps. Et c'est une méthode, par contre, qui est assez drastique. Il faut que vous soyez d'accord à demander d'être aidé de cette façon parce que je vous le dis, votre ego, il n'aimera pas ça. Et à la fin de chaque journée, notez combien de fois par jour vous êtes parvenu à vous en rendre compte par vous-même que vous étiez en train de vous plaindre. Notez aussi toutes les fois, on ne fait pas juste regarder hein, les fois qu'on s'est plaint, mais notez toutes les fois où vous avez été capable d'être dans votre moment présent dans ce domaine-là. Toutes les fois où vous avez réussi à trouver des solutions par vous-même. Toutes les fois où, dans une situation avant où vous vous seriez seulement plaint, toutes les fois où vous avez réussi à être maître de votre vie. Et là, vous saurez que vous êtes devenu gagnant dans ce domaine quand vous deviendrez justement votre propre maître dans ce domaine-là. C'est pas la faute des autres, hein. Et ça veut pas dire que vous en manquerez plus jamais. Si, exemple, vous manquez de temps, puis ça a été votre domaine de prédilection sur lequel vous vous êtes plaint une partie de votre vie, ça veut pas dire que vous en manquerez plus de temps, là.
Mais quand vous allez en manquer, vous accuserez pas l'extérieur. Vous allez prendre la responsabilité et vous allez savoir que vous avez toujours le choix dans votre vie. Si je regarde au niveau de la reconnaissance, ben, je regarde quand est-ce que je me plains aujourd'hui au niveau de la reconnaissance, que j'ai l'impression de manquer de reconnaissance. Ben, quand je le réalise, là, je prends le temps de régulièrement de me féliciter, de me dire wow, de bravo Nathalie, puis de revoir mes attentes. Parce que parfois, je me mets les attentes trop hautes. Je peux me demander, mon Dieu, c'est si important que ça? Au niveau du temps, la même chose. Moi, je vais toujours demeurer quelqu'un qui en prend beaucoup. Il y a une partie de moi qui aime ça, avoir beaucoup de tâches, mais de, de réaliser que les imprévus font partie de la vie. Et quand je suis un peu trop serrée au niveau du temps, ben là, là, c'est à moi de revoir cette partie-là. C'est pas à cause de l'extérieur. C'est pas parce qu'on rajoute des dossiers sur ma pile. C'est moi qui continue d'en prendre, puis peut-être que je délègue pas assez. Peut-être que je dis oui un peu trop. Donc, mais ça, là, c'est quand je... Et là, quand je le fais, ça, je tombe automatiquement en mode solution. Je me rappelle à ce moment-là que toutes les tâches que je fais, là, c'est pour moi que je les fais parce que je veux bien les faire. Et ce n'est plus pour recevoir de l'attention. Le cadeau dans tout ça, c'est que plus je suis capable d'être maître de moi, moins je suis dans mon état de victime dans ces domaines-là, ben plus je reçois de l'attention. Mais là, c'est de l'attention positive que je reçois. Combien de gens qui me disent qu'ils sont impressionnés par tout ce que je peux faire dans une journée, dans une semaine. Moi, je trouve ça normal, tu sais, j'ai l'énergie nécessaire, j'ai les capacités de le faire. Mais là, les gens, ils me disent ô combien ils sont impressionnés de voir ça. Donc, c'est intéressant qu'ils me reconnaissent. Parce que là, moi, j'ai commencé à me le donner. J'ai commencé à m'accepter, premièrement, en être conscient, m'accepter, puis changer cette partie-là. Puis je sais aussi qu'en étant bien entourée, là, je suis pas victime, je peux demander de l'aide si j'en ai besoin. Alors, pour terminer, je peux vous dire que vous allez trouver beaucoup plus agréable et énergisant d'attirer l'attention des autres en créant votre vie comme vous la voulez, plutôt qu'en restant dans votre état de manque de ce que vous avez l'impression de ne pas avoir. Je vous invite une petite minute, on va faire une petite détente de rien, puis après ça, je vais vous parler de la promotion, puis après ça, on fera la période de questions. Je vous invite à fermer les yeux. Prenez une bonne respiration profonde. Puis je veux que vous vous replongiez dans un domaine où vous manquez de quelque chose. Un domaine où vous vous voyez en train de vous plaindre. Prenez le temps là, de vraiment bien le placer, respirer, puis observer. Vous voyez le domaine, vous voyez les différentes situations qui vous arrivent. Vous voyez que vous êtes en train de vous plaindre, intérieurement ou extérieurement. Et là, vous arrêtez. Vous arrêtez de vous plaindre. Vous prenez un pas de reculons. Vous reculez. Voyez-vous en train de reculer et ensuite vous réavancez. Et là, au lieu de vous plaindre, vous allez parler de la solution qui pourrait être mise de l'avant. Voyez-vous en train de parler d'une solution dans le même domaine.
Croyez-vous que c'est possible? Vous pouvez revenir avec moi. C'est ce qui met fin à notre conférence sur victimes gagnants. Avant d'aller à la période de questions, je veux vous parler d'une belle promotion qu'on a pour vous. Tu peux nous faire le partage d'écran, s'il te plaît, Rihanna? Alors, c'est un rabais de 50 dollars ou euros sur l'atelier Être bien, justement. L'atelier Être bien, comme je vous ai dit, c'est un atelier où vous allez découvrir des croyances, dont entre autres cette croyance-là que vous pourriez découvrir. Cette promotion-là, elle va être en vigueur jusqu'au 15 septembre. Donc, on est le 12. Alors, vous avez encore 3 jours pour en profiter. Cet atelier-là de être bien, il se donne sur 2 jours. Il se donne en Zoom ou il se donne en présentiel. On vous a mis à droite la liste. D'ici le mois de décembre, cet atelier-là va se donner pendant 23 fois encore. Encore. Donc, vous avez dès le début septembre sur Zoom ou en Europe à différents endroits. Et vous en avez aussi même au Québec. S'il y a des gens là, qui sont du Québec, 5-6 octobre, il va se donner à Brossard. Mais sinon, dans les grandes villes de l'Europe, Paris, Marseille, Bruxelles, le Luxembourg aussi. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment un peu partout. Et cet atelier-là, comme je le disais tout à l'heure, une fois qu'il est suivi, vous pouvez le reprendre gratuitement. Il est l'atelier de base de toute la formation Écoute ton corps que Lise a créée. Donc, cet atelier-là, qui est construit sur 2 jours, le premier jour, c'est être bien avec soi. Ça veut dire qu'on va décoder une croyance qui nous empêche d'être bien avec soi. On va trouver qu'est-ce qui se cache en arrière qui fait qu'on n'est pas bien, qu'on se positionne dans un état de victime. Et le jour 2, c'est être bien avec les autres. Donc, c'est la même chose. On va découvrir qu'est-ce qui se cache derrière une situation où ça va pas bien avec quelqu'un et que je me positionne en état de victime avec cette personne-là. Et le but de tout ça, de découvrir nos croyances, c'est la première étape, c'est de devenir conscient. Ensuite, ça va être d'accepter que c'est cette situation-là pour le moment, que je me sens comme ça pour le moment, je vis ça pour le moment. Et la troisième étape, ben, c'est la responsabilité. C'est de commencer à se positionner dans le présent, puis de dire, OK, qu'est-ce qu'il y a comme solution à ce problème-là? Au lieu de me plaindre, là, puis de penser que c'est la faute des autres, quelle action, par amour pour moi, que je peux mettre en place à partir de maintenant? Parce que des solutions, il y en a. Tu peux refermer, s'il te plaît, le partage d'écran. Merci, Rihanna. Ce qui nous amène à la période de questions. Premièrement, merci d'avoir été si attentif et réceptif. Je vous voyais, là, les têtes qui bougeaient, je voyais écrire, prendre des notes. Cette conférence-là, comme je vous disais, elle est enregistrée, donc elle va être diffusée. Vous allez avoir le lien de rediffusion et puis éventuellement, elle va être déposée sur la chaîne YouTube de l'École Écoute ton corps. Tu pourras nous mettre le lien de la chaîne YouTube, Rihanna. Il y a peut-être des gens qui la connaissent pas. Moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, chaque fois qu'il va y avoir quelque chose de nouveau qui va être déposé sur la chaîne, ben, vous allez être informé automatiquement. Parce que sur la chaîne YouTube, il y a vraiment toutes sortes de choses, là. Il y a je ne sais pas si vous aviez déjà vu, mais il y a des entrevues avec Lise Bourbeau directement. Il y a toute une panoplie de conférences. Il y a des présentations de consultants de la méthode Écoute ton corps, des présentations de nous, les formateurs. Vous avez aussi des shorts, là, des petits cours, là, c'est une petite vidéo qui dure 1 minute, qui sont des extraits de plus longues conférences. Rihanna, est-ce que tu veux débuter avec la première question, s'il te plaît?
Oui, alors ça concerne justement les ateliers Être bien. Ben, il y a Mhm. des personnes qui se sont déjà inscrites à l'atelier. Ils demandent s'ils peuvent appliquer quand même la promotion des 50 dollars pour... Est-ce que, faudrait voir les dates auxquelles ils se sont inscrits et à ce moment-là, ben, il faudrait peut-être vérifier avec l'école, le service à la clientèle de l'école, si le rabais est applicable, si ça rentre dans les dates, parce que la promotion, elle est déjà débutée, elle est en cours actuellement. Ok, parfait. Tu pourras écrire, toi, tantôt, à Oui, je l'école mettrai contrôle. les... Peut-être Ouais, qu'on je aura la mettrai... réponse tout de suite. Parfait. Il y a une autre question de Caroline. Comment dois-je réagir face à une personne qui a le comportement de victime? Ben, voir, si elle t'a rien demandé, d'aller voir qu'est-ce que ça te fait vivre. Si ça te dérange, hein, regarde qu'est-ce qui te dérange chez elle. Tu la juges ou tu l'accuses d'être quoi quand elle est dans son état de victime? D'être plaignarde, d'être inintéressante, d'être égoïste, d'être... Regarde de quoi tu l'accuses. Et regarde cette partie-là, ce que tu l'accuses, c'est une partie à l'intérieur de toi que bien souvent, tu veux même pas voir, puis si tu la vois, tu veux surtout pas l'accepter. L'école Écoute ton corps, on dit hein, qu'on on veut réussir à accepter toutes les parties à l'intérieur de soi, même celles-là qui nous dérangent chez l'autre. Dans l'atelier Être bien du jour 2, on pratique, on a une technique là, qui est la technique du miroir. Et dans le jour 2, on fait toute une série d'étapes pour transformer la relation. La première, ça s'appelle le lâcher-prise. La deuxième, c'est le miroir. Donc, si vous avez déjà fait l'atelier Être bien jour 2, puis que vous voyez que ça vous dérange, utilisez ces outils-là que vous connaissez déjà. Puis pour les autres, bien, vous allez les connaître bientôt. J'ai vu plein de monde là, qui ont écrit qu'ils étaient inscrits ou qui vont s'inscrire à l'atelier Être bien. Donc, vous allez avoir des outils précis, des moyens concrets justement pour vous aider en ce sens. Donc là, je vais avoir une deuxième question pour toi, euh, de Valérie. La victimisation semble être plutôt inconsciente et génère de l'agressivité. Si elle est pointée par autrui, alors comment en prendre conscience et s'en sortir? Elle est pointée par autrui. Euh, je veux partir de la première partie que tu dis. Dans le fond, c'est vrai que lorsqu'on est dans notre état de victime, on n'en est pas ou peu conscient. De là, la conférence d'aujourd'hui pour devenir conscient là, que parfois on est dans un état de victime, mais qu'on n'est pas vraiment victime, mais qu'on est dans cet état-là, dans cette croyance-là. Et effectivement, ça peut provoquer, je dirais pas de l'agressivité nécessairement, mais de la colère certainement. Je fais la nuance là, parce qu'à l'école Écoute ton corps, on fait une nuance dans l'atelier sur la colère et l'agressivité. Il y a une distinction entre les deux. Donc, certainement que ça peut générer de la colère. Ça pourrait venir qu'à générer aussi de l'agressivité. Quelqu'un qui est dans son état de victime, qui reçoit des conseils, il sera pas content, il en veut pas. Il veut pas de solution parce que sinon, il y aura plus d'attention s'il peut se débrouiller par lui-même. Donc, si la personne à qui on donne des conseils, si je comprends la question, je suis pas sûre de comprendre le sens précis, mais si jamais c'est ça, euh, la personne à qui on donne des conseils, parce que, exemple, on a vu qu'elle était victime, ben, souvenez-vous, quand on est victime soi-même, qu'on est dans cet état-là, cette croyance-là, on a aussi une partie sauveur. Le sauveur, lui, il veut donner des conseils. Il veut sauver l'autre. Puis le temps qu'il sauve l'autre, ben, il n'est pas en contact avec son état de victime, mais il est quand même dans un état de victime. Donc, le fait de vouloir sauver l'autre, de donner des conseils, juste ça, ça pourrait être un indicateur comme quoi toi, tu l'es. C'est ça qui est important, là, c'est de conscientiser qu'on l'est dans cet état-là pour pouvoir qu'il y ait une transformation. Et si on voit que l'autre,
agressif ou en colère parce qu'on lui donne des conseils puis que ça nous dérange, ben encore une fois, moi, je reviens avec la fameuse technique du miroir. Qu'est-ce qui me dérange chez l'autre? L'autre est agressif quand je lui donne des conseils. Bon, ben, est-ce que moi, ça se peut que je sois dérangée, que je sois agressif, que je sois en colère si on essaye de me donner des conseils qui n'ont pas nécessairement été sollicités? Je- J'espère que je réponds à la question. Peut-être Valérie, tu pourras écrire dans le chat là, pour dire si c'était assez clair au niveau de si ça va dans le même sens. Prochaine question, Rihanna. Alors, une question de Françoise qui dit qu'elle se sent victime de ne pouvoir faire ce qu'elle veut car il arrive toujours quelque chose à chaque jour qui dévie de ce qu'elle s'était promis de faire. Alors, Mhm. est-ce qu'elle est vraiment victime ou pas à ce moment-là? Oui. Ben oui. Si ça va arriver parfois là, dans notre vie on planifie quelque chose, puis youp, puis il se passe d'autres choses dans la journée, puis on dévie. Mais entendez-vous, toujours, hein, c'est tout le temps comme ça, là. Il y a une dramatisation dans le terme. Donc oui, mais je suis Une pas à autre, l'intérieur d'elle, puis j'ai pas parlé avec elle. Donc là, c'est un oui, mais avec la réserve que je connais pas personnellement la personne. Mais Françoise a fait les pouces en l'air, donc OK, elle nous confirme. Oui, elle a posé une autre question, hein. Si jamais on donne trop de détails lors d'une conversation de peur de ne pas être bien compris, est-ce qu'on est considéré comme une victime? ben, c'est un très bon point parce que oui, souvent la personne euh, qui est dans un état de victime ne se sent pas compris. Puis un des moyens, ça serait de mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails pour être sûr d'être compris. Puis le fait de mettre beaucoup, beaucoup de détails, il y a un autre élément là-dedans, c'est que là, tout le temps qu'elle donne les détails, ben là, il y a quelqu'un qui l'écoute donner tous les détails. Donc, elle reçoit de l'attention. Donc, top là, on a une victime parmi nous. Yeah, on en a deux parce que moi aussi. Une autre question de Marie qui dit, lorsqu'une personne subit de l'extérieur et qu'elle se plaint de la société, patriarcat, par exemple, lors de viols, d'agressions sexuelles ou autres, est-ce qu'on peut dire que cette personne a une attitude de victime? La réponse est oui. Si la personne s'en plaint. Là, je parle pas d'une personne qui s'est vraiment fait violer et qui est réellement victime d'un agresseur. C'est pas la même chose. Cette personne-là, c'est une vraie victime, là. Mais là, ce que je parle, moi, pendant toute cette conférence-là, c'est les fausses victimes. C'est ceux qui se plaignent parce qu'ils croient qu'ils ont besoin de se plaindre pour obtenir de l'attention. Donc, la réponse est oui. On n'est pas en mode solution quand on est une victime. On fait juste se plaindre. Moi, je peux me plaindre de mon gouvernement là, pendant des heures. Est-ce que ça va changer quelque chose réellement? Y a-t-il quelque chose qui va bouger? Mais la journée où je décide que telle affaire au gouvernement, là, je suis plus capable, ça me dérange, ben, je vais me mettre en action, je vais trouver des solutions pour améliorer ma vie, puis peut-être améliorer la vie de la société. Il y a des gens qui ont été des vraies victimes, hein, qui ont vraiment subi des choses difficiles, et puis ils ont créé des associations de bienfaisance pour aider les gens qui sont passés par leur parcours. Voyez-vous, ils ne sont même pas restés dans leur état de victime, alors qu'au départ, ça en était peut-être des vraies victimes, mais ils ne sont pas restés dedans. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui vont avoir un vrai état de victime. Tu sais, exemple, tu te fais frapper, puis là, tu es vraiment une victime. Tu t'es fait frapper, mais 25 ans plus tard, tu es encore accroché sur cette situation-là où tu t'es fait frapper. Oui, là, c'est un état de victime. Puis tu tournes en rond, puis tu reviens. C'est pas drôle. C'était pas drôle, puis ça sera jamais drôle, puis on n'est pas d'accord avec ça, là, ce qui s'est passé. Mais on n'est pas obligé de rester là. On peut continuer d'avancer. C'est possible. Et d'être maître en soi. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? La victime est tout le temps dans le passé, prédiction du futur négatif. Continuons. Alors, j'ai une question de Annick qui dit être tombée en burn-out il y a 7 ou 8 ans à cause d'une patronne qui l'a submergée de travail.
et qui n'acceptait pas de comprendre qu'elle ne pouvait pas assimiler de tâches supplémentaires. Et donc, elle a dû quitter son travail et aujourd'hui, elle se sent toujours victime de n'avoir pas réussi à lui faire comprendre que c'était faux. Alors, elle se demande si c'est sur le pardon qu'elle devait travailler maintenant, qu'elle devrait travailler. Hmm. Les... c'est une très belle question. Puis encore une fois, je fais une référence avec notre bel atelier Être bien dans le jour 2. On veut transformer notre relation à l'autre dans le jour 2 de l'atelier Être bien. Et à l'intérieur des différentes étapes qu'on va parcourir, il y a une étape qui s'appelle la réconciliation et l'autre qui s'appelle le pardon. Tout ce qui touche la réconciliation, c'est vraiment avec l'autre. On tente de se réconcilier avec l'autre. On se met à sa place. On a une compréhension du cœur. Et après le pardon, là, c'est avec soi-même. Se pardonner de ne pas avoir été, tu sais, dans le cas du burn-out, exemple, se pardonner de ne pas avoir été capable de mettre nos limites, se pardonner de ne pas avoir réussi à se faire comprendre, se pardonner d'avoir pris certaines décisions. Le pardon, là, c'est vraiment de soi à soi. Donc oui, le pardon, ça peut être une belle étape pour traverser ça. J'ai une question de Michel qui demande comment travailler sur la conscientisation. Ben, conscientiser qu'on est victime, premièrement, la conférence, c'est un bon début. On peut la réécouter, la conférence aussi, hein, ça va, ce que vous n'avez pas pu noter ou que vous n'avez pas flashé pour devenir conscient de vous. Travailler la conscientisation, ben, comme je disais, c'est ayez le courage de demander aux autres de vous dire pauvre toi quand tu te plains. Ça va vous aider à conscientiser, je peux vous le garantir. Et puis, d'observer vos pensées. Où est-ce que vous êtes dérangé quand les autres se plaignent? Qu'est-ce qui vous dérange chez les autres? Dans quel domaine? Tout ça va vous aider. Toutes des questions ou des points d'observation pour conscientiser l'état. J'ai une autre question de Geneviève qui dit que si elle se sent victime d'un comportement de certains membres de sa famille à son égard. Selon la théorie du miroir, est-ce que cela veut forcément dire qu'elle a elle-même ce comportement? Le, la- le miroir, ce n'est pas au niveau du comportement, c'est au niveau de l'attitude. Donc, on doit regarder quand on se dit, je me sens victime de certains comportements des membres de ma famille. Là, les membres de ma famille font des choses, ça, ce sont les comportements. Ce qu'on veut regarder, c'est quand ils font ça, qu'ils agissent comme ça, je les accuse d'être quoi? Donc, est-ce que je les accuse d'être, exemple, je dis n'importe quoi, là, grossier? Bien, ça veut dire que grossier, c'est ce mot-là que je dois prendre. Et là, je regarde avec le miroir. Est-ce que moi, ça m'arrive parfois d'être grossière dans certains domaines? Ça ne veut pas dire que j'agis, ça ne veut pas dire que je fais comme eux, les membres de ma famille, mais peut-être que je suis grossière dans d'autres situations, dans d'autres domaines, avec peut-être d'autres personnes. Donc, je dois aller voir cet être-là négatif que j'aime pas chez l'autre. C'est ça le miroir. J'ai une question de Célia, je vais essayer de synthétiser. Elle dit qu'elle se reconnaît beaucoup dans les plaintes, manque d'argent, de reconnaissance, d'amour. Et en même temps, elle dit qu'elle fait tout pour trouver et mettre en place des solutions quand elle y arrive. Et quand elle se plaint, c'est justement pour que les personnes lui donnent des solutions auxquelles elle n'y aurait pas pensé et qu'elle teste aussi. Et elle fait pareil avec ses amis, ceux qui se plaignent, mais qui cherchent vraiment des solutions. Mais elle ne supporte pas ceux qui se plaignent sans jamais vouloir rien faire pour changer les choses. Alors elle demande c'est quoi son problème. OK, c'est une bonne mise en contexte. Ben, il y a différents éléments. Euh, donc, tu te plains parce que tu veux avoir des solutions, mais avant, tu dis, tu trouves déjà beaucoup de solutions. Donc, quand tu te plains, c'est pour en avoir des solutions, mais en même temps, tu n'es pas capable de supporter les gens qui se plaignent. Donc, ça veut dire, ce qu'on n'accepte pas à l'extérieur, c'est des choses qu'on n'accepte pas à l'intérieur de soi. Ça veut dire que
Comme je le mentionnais tout à l'heure, on a tous une partie victime, donc on a tous aussi une partie sauveur. La partie victime, c'est l'exemple qui manque de temps, qui est victime du temps, va avoir toutes sortes de solutions pour mieux gérer le temps. Puis, c'est pas parce qu'elle en manque des solutions, mais elle n'est pas dans son pouvoir de créer quand même. Elle demeure dans son état de victime, je manque de temps. Voyez-vous, le discours interne, là, c'est je manque de temps. Donc, j'ai beau trouver toutes les solutions, je donne des solutions aux autres, mais à l'intérieur de moi, je continue de croire que je manque de temps. Donc, et c'est ça qui nous dérange chez l'autre. Quand je vois l'autre qui se plaint, il est en train de me dire à voix haute ce que je crois à l'intérieur de moi. Il me reflète mon image, il me reflète ma croyance. Et c'est ça souvent qui vient me déranger. Donc, c'est quoi mon problème? Ça, c'est une drôle de question. Ça serait plus un... Grosso modo, ça pourrait être ça. C'est encore une fois, si ça me dérange à l'extérieur, qu'est-ce qui me dérange? Puis j'accuse la personne d'être quoi? Le miroir, encore une fois. J'ai une question de Marie-Noël qui dit, que dire des victimes qui encaissent en silence, probablement de la part de l'extérieur. Mhm. Ben, la même chose. Ça va arriver des fois qu'on est dans un état de victime et on parle pas, ou on encaisse en silence, mais on a souvent l'impression d'encaisser en silence. Ce serait d'aller vérifier avec les gens autour de vous si vous encaissez tant que ça en silence. Ça va arriver des fois, on va rester à l'intérieur, hein. C'est un discours interne. Je me plains de telle affaire, puis j'encaisse, puis là, je rumine. Puis dès qu'on est dans cet état-là, on est quand même dans un état de victime. On est dans une victimite même aiguë, mais ça reste à l'intérieur de soi. Toutefois, à l'extérieur, là, de temps en temps, on doit dire quelque chose. Ça ne doit pas juste rester à l'intérieur de soi. Fait que c'est les mêmes étapes. Deviens conscient de ton état de victime, que tu sois en circuit fermé à l'intérieur de toi ou tu le partages, là, ta plainte. Deviens conscient qu'il y a une plainte à l'intérieur de toi pour obtenir une forme d'attention, obtenir une forme d'amour. Et puis ensuite, ben, accepte que c'est comme ça. Accepte que tu l'as, cet état-là, parce qu'à un moment donné de ta vie, tu as cru que c'était ça le moyen pour obtenir cette attention-là. Puis ensuite, ben, si tu es tout le temps en train de ruminer, moi, je l'ai comprends quand même un peu, parce que je l'ai fait longtemps avec mon ancienne patronne. Je gardais ça beaucoup en dedans de moi. Je me plaignais à d'autres, mais avec elle, j'étais pas capable. J'avais trop peur de me plaindre ouvertement devant elle. Donc, je gardais ça, mais je ruminais. Puis, je vivais de la colère, mais ça s'est logé dans ma gorge. Fait que, tu vois, c'est important de, si je réalise que je suis en train de me plaindre intérieurement avec une personne, puis je le garde à l'intérieur de moi, vous savez, tout ce qui s'exprime pas s'imprime, hein, puis les maladies sont un signe qu'on a une croyance en dedans de soi, qu'on manque d'amour pour soi. Donc, moi, je manquais d'amour pour moi au niveau de l'affirmation, d'être capable de dire non ou de mettre mes limites. Moi, j'avais ça, là. Puis je m'attendais, l'attente était très haute, que l'extérieur vienne nourrir cette partie-là. Mais c'était pas possible. C'est pas possible. J'avais besoin, moi, là, de cette expérience-là pour réaliser à quel point je ruminais par l'intérieur, mais je me consumais par l'intérieur. Donc, on devient conscient à quel degré on est victime, qu'on se croit victime, qu'on est dans l'attitude. Ensuite, deuxième étape, accepter que là, pour le moment, c'est le mieux que je puisse faire. C'est comme ça, je vais m'aimer même si c'est pas ma préférence parce que je suis un être humain. Puis j'ai des limites. Puis là, voyez-vous, là, avec ma patronne, les peurs étaient là, là. Connaissais mon désir là, d'être bien puis de parler. Je l'avais tout ça. J'étais bien consciente de ça, mais j'avais trop peur. Donc, j'étais dans ma limite. Mais je ne le savais pas à ce moment-là. Donc, accepter que j'ai été dans ma limite. Et ensuite, qu'est-ce que je veux? Je veux reprendre. Je veux redevenir maître de ma vie. Je veux gagner, moi.
Je veux être une gagnante dans la vie. Je veux vivre ma vie comme je l'entends. Donc, quelle solution je peux mettre en place pour m'aider dans cette situation-là avec cette patronne-là? Chaque fois que c'est extériorisé ou intériorisé, c'est tout le temps les mêmes trois étapes qui vont revenir. Conscience, acceptation, responsabilité. J'ai une, j'ai une autre question de Emily qui dit qu'elle a affaire à un ex-conjoint qui pirate toutes ses affaires et qui la harcèle. Elle a été au tribunal plusieurs fois, mais la justice ne peut pas la protéger efficacement. Donc pour elle, aujourd'hui, la seule solution qu'elle voit, c'est d'accepter qu'il soit comme il est, de vivre sa vie tout en sachant qu'il continue à traquer sa vie privée. Donc Hmm. c'est une décision d'accepter l'inacceptable. Donc est-ce que pour ça, est-ce qu'elle réagit en victime ou est-ce qu'enfin elle se libère? Ben là, j'entends quelqu'un qui a vraiment été victime d'une autre personne, là. Hein, voyez-vous, là, ici, là, on ne serait pas dans la fausse victime, ça semble pas. En tout cas, là, faudrait parler davantage. Euh, donc, quelqu'un qui t'agresse véritablement ou qui te fait peur, ça se peut que tu sois victime réellement de cette personne-là. Il y a eu les autorités ont été mises en place, donc il y a eu des actions, il y a eu des solutions, la personne continue, puis de dire j'accepte que l'autre soit comme ça, c'est une chose, mais c'est important d'aller voir qu'est-ce qui me dérange dans l'attitude de cet ex-conjoint-là, qu'est-ce qui me dérange dans l'être. Bon, ce qu'il fait, il traque, ça c'est ce qu'il fait, mais quand il traque comme ça, je l'accuse d'être quoi? D'être agressif, d'être harcelant, d'être quoi? Et là, c'est ce être-là que j'ai besoin d'aller accepter chez moi. Je peux bien l'accepter chez l'autre, mais c'est important d'aller le voir chez moi, me donner le droit, puis quand est-ce que je le suis, moi? Parce que peut-être je ne suis pas avec lui, je ne suis pas dans les mêmes circonstances, je ne le fais pas de la même façon. Mais juste le mot harceler, hein, être harcelant, une personne peut être harcelante de elle va traquer une autre personne. Moi, ce mot-là, je peux même me l'identifier à moi. Euh, avec mon ex-conjoint, quand je voulais une réponse, je posais une question, là, puis je voulais une réponse, je le lâchais pas. Je n'étais pas agressive, mais je le lâchais pas. Tant que j'avais pas la réponse. Ben ça, c'est être harcelant. Tu vois, c'est pas de la même manière. Mais c'en est ça. Donc, c'est être capable, puis c'est pas facile de voir. On a des angles morts, les humains. C'est pour ça, dans la détente tout à l'heure, on vous fait prendre un pas de recul. Vous pourriez prendre la hauteur aussi. Si vous regardez autour de vous présentement, il y a des murs hein, autour de notre maison. Tu sais, quand on est dans notre maison, on voit des murs, on voit un plafond, on voit un plancher. C'est limité, notre vision. Si je prends de la hauteur, je m'en vais sur le dessus de ma maison, ma vision va être différente. Je vais voir beaucoup plus large. Puis là, j'ai peut-être une chance de voir un de mes angles morts, d'être harcelante, exemple. Et si je prends un hélicoptère puis je monte encore plus haut, hey, là, je vais voir encore plus loin. Donc, devenir conscient, c'est ça, puis d'accepter, ouais, c'est vrai, quand je suis harcelante, là, je suis pas en train de dire je t'aime pas, je suis juste en train de dire j'ai peur. J'ai un désir qui est non comblé. Puis là, c'est le seul moyen que j'ai trouvé à ce moment-là pour réussir à obtenir ce que je veux. Je suis pas une mauvaise personne. Je suis juste un être humain qui est limité, puis qui n'a pas d'autres moyens pour le moment. C'était tout pour les questions. J'en ai pas d'autres. Merci tout le monde d'avoir été à la conférence. C'est un vrai plaisir de pouvoir discuter de ce sujet-là. C'est tout un sujet, hein, d'arriver à se dire, waouh, moi, je suis victime, puis j'arrive à m'aimer quand même, mais j'ai décidé de faire autrement, puis d'aller vers ce que je veux, devenir maître de ma vie, devenir gagnant, gagnante. Merci tout le monde de votre présence. Merci, Rihanna, aussi d'avoir pris toutes les questions. Merci beaucoup et à toutes les personnes qui te remercient également, qui semblent très, très éclairées suite à cette conférence en tout cas.
Voilà. Tant mieux. C'est le but des conférences d'Écoute ton corps, hein, d'aller mettre de la lumière dans un domaine en particulier. Donc, des conférences comme ça, vous savez, on en offre quand même régulièrement. Continuez de vous inscrire aux conférences. Partagez-les. Invitez des gens à s'inscrire aussi, ceux qui connaissent pas l'école. Si vous êtes là, c'est parce que vous connaissez l'école, vous connaissez déjà les bienfaits de cette merveilleuse méthode qui a été créée par Lise Bourbeau. Puis au plaisir de vous revoir. Il y a peut-être des gens que je vais voir bientôt en Europe parce que je pars la semaine prochaine pour la France. Évian, Metz, il y a l'atelier Concrétiser son plus grand rêve en 9 étapes. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est l'atelier de l'année. Quand on veut être gagnant, maître de notre vie, je vous dis que c'est un bon atelier à venir assister. Cet atelier-là, il est à Metz, en Alsace. Puis ensuite, je m'en vais vers Lyon faire d'autres ateliers. Tout est sur le site de l'école de toute façon. Et puis, ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Si vous êtes là à la conférence et qu'on se voit euh, bientôt, ben, vous viendrez me faire un petit coucou pour me dire, ah, je suis une victime! Vous viendrez me confirmer votre état de victime. On rira ensemble. Je vous embrasse bien fort, puis à la prochaine tout le monde. Bye bye.